Kémy Séba, Nathalie Yamb, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Mohamed Tiani, et la liste est loin d'être exhaustive. Si toutes ces personnalités sont de plus en plus célèbres, c'est parce qu'elles ont un point en commun. Elles sont caractérisées comme des figures panafricanistes de l'époque contemporaine de l'Afrique. Suite à cette vidéo, grâce à laquelle vous apprendrez les origines et la formation du panafricanisme, vous serez à même de les juger et dire si ces personnages sont vraiment, réellement des panafricanistes. À la fin des années 1700, sur l'actuel continent américain, les peuples noirs qui, suite à des vagues de déportation encouragées par la traite négrière s'y trouvaient, vont élever leur voix et développer un mouvement socio-culturel qui milite pour la solidarité et l'union de la diaspora africaine aux Caraïbes et aux États-Unis d'Amérique. Ce qui va prendre de l'ampleur et déboucher le 4 juillet 1776, date de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, sur la revendication des droits civiques, culturels et moraux des Noirs face à l'injustice et l'esclavage dont ils font l'objet sous la domination états-unienne et européenne. C'est de là que tout part. Ce qui était un simple mouvement de libération sociale et culturelle va au fil du temps germer jusqu'à atteindre une idéologie politique très engagée pour la libération et l'unité des populations originaires d'Afrique, aussi bien la diaspora que les locaux. D'entrée de jeu, il est clair que le panafricanisme est né hors de l'Afrique par la voix des fils noirs esclaves déportés en dehors du continent. Cependant, cette voix qui crie aux libérations sera méticuleusement et curieusement entendue et comprise par un pasteur britannique du nom de Boss, qui, en poste en tant qu'évangéliste au Nyasaland, actuel Malawi, au compte de son pays d'origine, va écrire l'ouvrage intitulé « L'Afrique aux Africains ». Ce livre va connaître un grand succès, à telle enseigne qu'il influencera un autre guide religieux d'origine nyasalandaise, du nom de John Chilembwe, qui, après un long séminaire de formation aux États-Unis, retournera au Nyasaland pour y former une association religieuse du nom de l'Union chrétienne africaine en 1897. Cette organisation sera connue de tous, jusqu'à recevoir le soutien de Salomon Khumalo et tous les Noirs d'Afrique du Sud. Le Portugal, les Pays-Bas, l'Angleterre et le Danemark, pays où l'esclavage est très présent depuis les années 1760-1770, sont les premiers à prendre des mesures visant, entre griffes, à abolir l'esclavage. Cette mesure, dont l'espoir est de supprimer progressivement l'esclavage, va avec l'aide d'une hausse des prix des captifs, obliger certains planteurs à moins les brutaliser, d'autres à les vendre ou à compter sur des naissances dans les plantations. En Angleterre, l'abolition sera réclamée par une pétition au Parlement en 1783. Alors soutenu par Charles Middleton, chef suprême de la Royal Navy, puis d'autres au nombre de 519, il y aura plus de 390 000 signatures 9 ans plus tard, soit en 1792. En France, grâce à la Révolution française, l'esclavage sera aboli et donc également la traite négrière par le décret du 4 février 1794. Mais Napoléon Bonaparte, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1802 et 1803, va rétablir le système. En 1807, le Parlement britannique vote l'abolition de la traite atlantique, dont les flux chutent avec le droit de visite des navires étrangers imposé par la Royal Navy, l'armée maritime de la Grande-Bretagne, et ce à partir de 1815, grâce à sa domination des mers. Cette même année, sous la pression du Congrès de Vienne, Napoléon abolit à son tour la traite des Noirs, mais pas l'esclavage. Ce n'est que la Deuxième République française qui va l'abolir en 1848 sur tous les territoires français par le décret du 27 avril 1848. Petit à petit, le mouvement prend de l'ampleur, mais traîne un peu longtemps jusqu'au tout début du XXe siècle, après que plusieurs pays aient aboli l'esclavage et la traite négrière. C'est dans cette atmosphère qu'a lieu la première conférence panafricaniste qui se tiendra du 23 au 25 juillet 1900 dans la capitale du pays qui s'est le plus battu pour les intérêts du mouvement panafricaniste, en l'occurrence au Westminster, à Londres, en Grande-Bretagne. Cette conférence, organisée par l'avocat de Trinidad, M. Sylvester Williams, va décompter 32 participants et presque tous sont des Noirs, originaires des Caraïbes, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni. Il n'y aura que 4 sur le total qui sont, eux, originaires directement de l'Afrique. La conférence sera placée sous un double signe, celui de la religion d'une part, avec la présence de l'évêque américain Alexander Walters, et celui de la politique qui va dénoncer la politique britannique avec la guerre des Boers, un conflit qui oppose en octobre 1899 en Afrique du Sud les colons britanniques et néerlandais, ce qui éloigne une fois de plus l'Afrique du Sud de l'idée d'émancipation et la plonge dans la ségrégation raciale.
À cette conférence participera celui qui est considéré comme le père du panafricanisme, l'historien, le sociologue, le philosophe et j'en passe, William Edward Burgess Dubois. William Dubois est né aux États-Unis à Great Barrington, dans le Massachusetts, au sein d'une famille bourgeoise de couleur de peau blanche. Il va adopter la nationalité ghanéenne en 1961 avant de mourir à Accra en 1963. Ayant fait de grandes études sans oublier son grand carnet d'adresses, il va militer pour la cause du panafricanisme. Lui, c'est le panafricaniste intellectuel et de la classe bourgeoise. Mais de l'autre côté, avec un profil totalement contraire à celui de William Dubois, se trouve Marcus Garvey, qui, jamaïcain d'origine avec une couleur de peau, fin organisateur des foules, tribun passionné et imprévisible. Celui qui n'a pas eu la chance de faire de longues études comme Dubois va avec ses compétences réussies à regrouper dans les ghettos avec son grand art oratoire et va former un duo opposé incroyable avec Dubois jusqu'à l'obtention des droits civiques des personnes noires. En un mot, nous avons d'un côté William Dubois qui milite avec ses amis et de l'autre côté Marcus Garvey qui lui également milite avec ses associés. La discussion à cette première conférence sera tellement rude qu'elle permettra de conclure certains accords dont le fait que la couleur et la race ne doivent plus être des critères de distinction entre les noirs et les blancs, les libertés des indigènes d'Afrique doivent être respectées au même titre que le droit d'accéder aux voies du progrès et de la culture, les missions chrétiennes ne doivent plus être le prétexte de l'exploitation économique et l'effondrement politique des nations les moins développées. La nation britannique doit accorder les droits dignes d'un gouvernement responsable aux colonies noires d'Afrique et des Indes occidentales et plein d'autres mesures seront prises. En parallèle, Marcus Garvey, la grande figure emblématique du nationalisme noir tourné vers les masses, qui s'est formé politiquement au cours de ses nombreux voyages, va fonder en 1914 l'Universal Negro Improvement and Conversation Association and African Communities League, du nom de UNIA, qui s'installe en 1917 à Harlem. En 1918, il donne naissance au journal Negro World, dont les articles sont écrits en anglais, en français et en espagnol pour toucher tous les noirs du monde entier. On y reviendra un peu plus tard avec plus d'explications. Toutefois, entre la première et la deuxième conférence surviendra un gros événement, qui est celui de la Première Guerre mondiale. Événement suite auquel sera très rapidement organisée la conférence de la paix en France à Paris, en même temps que les alliés vont discuter des nouvelles modalités de la paix. Pour cette conférence, il y aura une quarantaine d'Africains provenant de la diaspora et 12 Africains présents en France. Au cours de cette conférence, la majorité des vainqueurs de la Première Guerre mondiale vont radicalement refuser de déclarer l'autonomie des peuples de couleur, ce qui était la requête de Dubois et ses amis. Révolté, Dubois sollicite Gratien Candace, député français dans la circonscription de Guadeloupe, et Blaise Diagne, député français, afin d'organiser un congrès au même moment avec l'accord des autorités françaises. Insistant sur le rôle des soldats noirs pendant le conflit, Dubois va réunir à ce congrès 57 délégués originaires de 15 pays, 16 des États-Unis, 13 des colonies françaises, 7 en provenance de Haïti, 7 autres d'origine de France, 3 du Libéria, 2 des colonies espagnoles en Amérique, avec des Éthiopiens et ressortissants des colonies portugaises, Congo belge, Égypte et Saint-Domingue. Ainsi, les Noirs lidés par Dubois réclament après l'aide à la guerre, avec la participation des Africains, une révision du cas de l'Afrique du Sud entre les griffes de la ségrégation et l'envahissement de la Namibie par les propriétaires de l'Afrique du Sud. Plusieurs mesures en sortiront, dont l'établissement d'un code législatif international pour la protection des indigènes d'Afrique à tous les plans, la garantie de la part des puissances coloniales de nombreux principes de gouvernement relatifs aux indigènes africains. Ces résolutions seront acceptées et officialisées. Cependant, après ce succès, le groupe des panafricanistes va se diviser car ces résolutions n'ont pas plu à certains du groupe. De l'autre côté, au Liberty Hall d'Harlem en 1920, Garvey fait une déclaration très particulière qui portera le nom de Déclaration des droits des peuples nègres du monde, dans laquelle sont revendiqués, outre la justice sociale, le droit à l'autodétermination des Noirs et à leur représentation politique dans les instances internationales. 2 ans plus tard, sans avoir réglé le différend, les groupes vont se séparer idéologiquement et pour la deuxième conférence du panafricanisme de 1921, se fera sentir la désorganisation du groupe panafricaniste. Ainsi, organisé successivement dans 3 capitales européennes dont Londres, Bruxelles et Paris en 1921, ce second congrès panafricain va marquer les divergences qui vont conduire à la véritable rupture. À la session de Londres, entre le 27 et le 29 août 1921, les congressistes en grande majorité anglophones
vont adopter le manifeste de Londres qui revendique notamment la reconnaissance des hommes civilisés comme étant civilisés indépendamment de leur couleur et de leur race et la restitution de l'ancienne propriété commune de la terre et des richesses et défense naturelle contre l'avidité sans limite des investissements capitalistes. Quant à la session de Bruxelles qui s'est tenue entre le 30 août et le 2 septembre 1921, sont présents en plus des Noirs des colonies, des missionnaires et des membres de l'administration coloniale qui, eux, contribuent à modérer le débat. Une rupture essentielle se produit dès cet instant entre Dubois et Blaise Diagne. Diagne va rejeter le manifeste de Londres auquel Dubois a participé à son élaboration sous prétexte que celui-ci serait d'essence communiste. À la session de Paris qui se tiendra du 4 au 5 septembre 1921, Blaise Diagne et Gratien-Quendance vont à la grande surprise soutenir la politique coloniale de la France. Contrairement à eux, Dubois va rester sur sa ligne et continuer à défendre prioritairement la cession au pouvoir des Africains, seule garantie selon lui capable d'assurer la sécurité des Noirs de n'importe quelle partie du monde. Pour la suite, William Dubois va essentiellement organiser à lui tout seul, avant de rencontrer d'autres leaders, les grandes conférences du panafricanisme. En 1923 a lieu à Londres du 7 au 8 novembre et à Lisbonne du 1er au 2 décembre, la troisième conférence qui lutte pour la liberté des peuples africains sur tous les plans, sans éluder le cas de l'apartheid en Afrique du Sud. À ces conférences seront adoptées plusieurs résolutions également, dont le développement de l'Afrique au profit des Africains, la représentation des Noirs à la Société des Nations et dans les organisations internationales du continent, l'indépendance et l'élargissement de l'Égypte jusqu'au Soudan, l'extension du statut de citoyen dans les colonies françaises, la fin de l'exploitation du Congo et plein d'autres mesures. 6 mois avant le 4e congrès du panafricanisme a lieu en février 1927 la réunion de la Ligue contre l'impérialisme et pour l'indépendance nationale. Cette réunion attire près de 180 participants venus du monde entier, parmi lesquels Albert Einstein ou Jawaharlal Nehru, qui ensemble vont se réunir et réfléchir à la mise en place d'une politique préconisée par Lénine visant à l'association des communistes au mouvement nationaliste dans les colonies. C'est donc subséquemment à cette réunion qu'au 4e congrès panafricain, organisé à New York du 21 au 24 août 1927, William Dubois va exprimer son assentiment à la politique menée par les communistes russes à l'égard des mouvements nationalistes. Ce congrès permettra de condamner l'exploitation des richesses africaines par les étrangers et la politique états-unienne dans le centre de l'Afrique. Pour démontrer son rapprochement au courant communiste, à la fin de cette conférence, les progressistes vont ouvertement remercier l'URSS pour sa politique anticolonialiste et son soutien au panafricanisme. Parlons de Marcus Garvey. Loin de William Dubois, il y a la lutte de Marcus Garvey qui est très particulière et différente idéologiquement de celle de William Dubois. Garvey a dans son adolescence travaillé dans une entreprise de fabrication d'imprimerie et devient le plus jeune contremaître afro-jamaïcain de Kingston. Garvey s'est également engagé dans le syndicalisme et a participé à une grève de l'imprimerie qui a conduit à son licenciement. Incapable de trouver un autre travail convenable, Garvey devient de plus en plus frustré par l'injustice et l'inégalité de la vie en Jamaïque. Garvey crée l'Universal Negro Improvement Association and African Communities League en Jamaïque avec l'aide de sa fiancée, Amy Ashwood, en juillet 1914. L'UNIA va d'abord avoir son siège dans la chambre d'hôtel de Garvey jusqu'à ce que son épouse, Ashwood, obtienne suffisamment de fonds de son père pour établir un bureau pour l'organisation. L'objectif de l'UNIA était d'établir une confraternité parmi les Noirs et de permettre aux Noirs pauvres d'accéder à la formation professionnelle. L'UNIA comptait peu de membres ou de partisans en Jamaïque au départ, mais a réussi à obtenir des fonds de la part de personnalités clés de la communauté, y compris des maires, des gouverneurs, dont nombreux sont de peau blanche. Garvey va être très critiqué juste pour avoir accepté et cherché de l'aide auprès des élites blanches de la Jamaïque et pour avoir contourné la classe moyenne noire. La popularité de Garvey va dès cet instant prendre un coup. Après avoir mal géré les fonds de l'UNIA, Garvey va finalement s'installer à New York pour rétablir l'organisation. C'est à cet endroit que l'UNIA va déclencher un mouvement mondial promouvant le nationalisme noir. En 1918, l'UNIA crée son propre journal Negro World et compte désormais 2 millions de membres. Des exemplaires de Negro World circulent dans le monde entier grâce aux migrants et aux marins qui passent par New York. Les marins en particulier vont aider à livrer des exemplaires du journal dans les territoires coloniaux où il aurait autrement été interdit, ce qui a encore amélioré le profil de l'organisation et augmenté la cote de Marcus Garvey aussi bien en Afrique centrale qu'australe
orientale et occidentale. Pour afficher plus de sérieux, l'UNIA va tenir sa première convention au Liberty Hall de New York en 1920. Avec une participation massive et des délégués venus de 22 pays différents, l'UNIA va par la suite ouvrir des sections dans les Caraïbes britanniques, dans les États africains et au Royaume-Uni. Garvey, par la voix de l'UNIA, épouse la fierté noire tout en prônant le séparatisme racial, estimant que les intérêts des Noirs seraient mieux servis s'ils disposaient de leur propre structure et autorité. Cependant, Garvey pense également que tous les êtres humains sont égaux et ne cherchent pas à établir une relation antagoniste avec les hommes de peau blanche. Garvey est également favorable à l'idée que la diaspora africaine doit retourner en Afrique pour développer et récupérer leur espace d'origine. Ce mouvement sera célèbrement connu sous le nom de Come Back to Africa. Garvey envisageait les États-Unis d'Afrique, où chaque État aurait sa propre identité, mais partagerait une économie commune et une fédération politique avec les autres, mais il n'avait jamais mis les pieds en Afrique à cette époque. Bien que Garvey n'ait jamais mis les pieds sur le continent africain, lui-même, il a créé la Black Star Line, une compagnie maritime visant spécifiquement à accroître le commerce entre les Noirs des Amériques et de l'Afrique. L'UNIA, qui est plus comme un parti politique, possède des objectifs écrits pour le développement économique des Noirs, dont l'éducation, le développement, l'apprentissage du leadership et les connaissances environnant ce domaine, le soutien aux initiatives d'entrepreneuriat et des soutiens aux entreprises noires. Garvey va relativement à cette volonté soutenir le capitalisme et plaider pour son acceptation par les Noirs. Cependant, il est aussi à la redistribution des richesses si elles devenaient trop concentrées. La compagnie maritime Black Star Line de Garvey a quelque part pour le but de mettre en pratique ses idées économiques. Inspirée par l'idée que le commerce pouvait apporter la paix et l'unité à des nations disparates, la Black Star Line visait à offrir également aux Noirs un moyen bon marché d'émigrer en Afrique s'ils le souhaitaient. Garvey s'est autonommé président provisoire des États-Unis d'Afrique qui, selon lui, naîtrait de la migration des Afro-Américains vers le Libéria et d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest. Cette partie de l'activisme de Garvey a fait l'objet de certaines critiques, d'autant plus que l'un des objectifs de l'UNIA est d'aider à civiliser les tribus arriérées d'Afrique. Ce discours a déçu énormément de personnes qui voyaient en lui la reproduction du colonialisme européen. Garvey, en tant que fervent antisocialiste, sous prétexte que cette idéologie soit créée uniquement pour les Blancs, afin de servir leurs propres intérêts, se verra totalement isolé au détriment d'autres militants afro-américains de premier plan, tels que Philip Randolph ou William Du Bois. C'est l'une des raisons qui fera de William Du Bois le père du panafricanisme, au détriment de Marcus Garvey. La Black Star Line, compagnie maritime de Garvey, va très mal gérer son capital financier, poussant ainsi Garvey et ses associés à souvent faire des prix élevés pour des navires de qualité inférieure afin de transporter des marchandises et des personnes. Ce qui va faire de Marcus Garvey et ses associés en 1923 des coupables de fraude postale et de vente incorrecte d'actions pour l'entreprise Black Star Line. Garvey sera emprisonné en cette année de 1923 et à sa libération, il sera expulsé vers la Jamaïque avant de retourner vivre à Londres. À partir de 1945, les mouvements intellectuels, politiques, sociaux et culturels, dont l'objectif juste le panafricanisme, s'accélèrent partout dans le monde. Ils vont très vite passer des métropoles occidentales vers le cœur même du continent africain. Au départ restreint au niveau de certains intellectuels coloniaux, le cercle va s'élargir vers de nouveaux groupes sociaux. Ce qui permettra en octobre 1945 le congrès de Manchester, dont Kwame Nkrumah et George Padmore, un journaliste à Trinidad, ont été des piliers dans l'organisation. Suite à ce congrès est adopté comme philosophie principale le socialisme au Royaume-Uni. Contrairement à Garvey et Du Bois qui étaient opposés, Padmore et Nkrumah sont quant à eux très unis. C'est au cours de ce congrès que les Africains provenant directement du continent sont, contrairement aux précédents rassemblements, majoritaires. On enregistre entre autres la présence des personnalités telles que Awolowo, Akintola, Jomo Kenyatta, Nkrumah, etc. À la fin de ce congrès, Du Bois et Nkrumah vont rédiger un document officiel destiné aux puissances impérialistes en exprimant la détermination des peuples colonisés à l'idée d'obtenir leur liberté tout en dénonçant le monopole du capital par ces derniers. Les congressistes panafricanistes vont dès cet instant adopter le nationalisme panafricain afin d'éveiller les consciences sur le continent et faire passer une très longue vague idéologique pour la quête de l'indépendance. Suite à 1945, Nkrumah, qui incarne le panafricanisme africain, va avec son ami William Du Bois organiser deux autres conférences sur les terres africaines au Ghana. Une en 1953 à Kumasi et l'autre à Accra en 1958.
Cette période sera celle de la lutte pour l'émancipation et elle va porter des fruits escomptés. Entre 1950 et 60, un bon nombre d'États africains accèdent à l'indépendance, car partout en Afrique, des syndicats, des associations, des intellectuels, des partis politiques, suite au travail abattu par les panafricanistes, vont se créer. Dans le même courant, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui se matérialise par la chute de l'Allemagne nazie, les deux superpuissances anticolonialistes que sont les États-Unis et l'URSS vont instaurer un nouvel ordre international, obligeant les États impérialistes à s'y conformer et lever le verrou de la colonisation. Mais cela ne suffira pas d'un coup. Les États tels que le Royaume-Uni et la France vont faire certaines concessions, mais réprimer très fort, à l'image des massacres à Madagascar entre 1947 et 1948, au Kenya, sous tutelle britannique, des Mao Mao en 1952-54. Du côté de la France, ça ne badine pas du tout. Elle fait signer au futur pays des accords coloniaux dont les clauses restent favorables à la France, et tous les dirigeants qui ont refusé la domination française ont subi des conséquences inexplicables et à la hauteur de la vengeance française, à l'image de Sékou Touré et Sylvanus Olympio. Au Cameroun, la France va jusqu'à écraser un mouvement indépendantiste camerounais. Tandis que certains accèdent pacifiquement à l'indépendance, d'autres sombrent dans la guerre avant d'y arriver. Pour finaliser et exprimer le panafricanisme et l'indépendance, les États africains tels que 4 d'entre eux vont participer à l'élaboration et à la création de l'ONU. Il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie et le Libéria. Pour exprimer leur volonté d'accéder à l'indépendance, toujours dans la vision panafricaniste, les dirigeants des pays africains indépendants et les leaders des pays sous domination européenne vont rejoindre les États asiatiques en Indonésie, à Bandung, du 18 au 24 avril 1955. Suite à la conférence de Bandung, il ressort que tous les 29 pays qui y étaient doivent s'unir pour proclamer leur anticolonialisme et la volonté d'émancipation qui les anime. À cette époque, les États africains indépendants et présents à cette conférence sont au nombre de 6, dont l'Égypte, l'Éthiopie, la Côte de l'Or devenue Ghana, le Libéria, la Libye et le Soudan. C'est dès cette période que va naître un groupe du nom de Casablanca qui, lui, lutte pour l'émancipation totale des États africains, mais on y arrivera dans quelques instants. Suite aux vives manifestations et revendications des panafricanistes déjà indépendants associés aux colonies dans les années 60, se fera sentir et sonnera la cloche de l'indépendance pour tous. Entre 1960 et 1968, une vingtaine de pays africains obtiennent leur indépendance. Les puissances coloniales répondent dans certaines colonies par de violentes répressions qui vont assujettir et maintenir l'Afrique du Sud et toutes les autres colonies portugaises sous la domination du colon. Mais la lutte va continuer. Libérés sauf certains États africains, les panafricanistes décident d'amorcer la dernière phase du plan qui est celle de la mise en place d'une organisation commune qui permettra d'exporter et renforcer aussi bien politiquement que juridiquement la voie du panafricanisme pour la libération des peuples encore sous domination coloniale. Il s'agit de mettre en place une organisation continentale. Ainsi, du 3 au 7 janvier 1961 a lieu à Casablanca, au Maroc, une réunion réunissant les présidents Gamel Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali, Ahmed Sékou Touré de la Guinée et le roi marocain, Mohamed V. Mais en plus de ces chefs d'État, il y avait le chef du gouvernement d'Algérie, M. Ferhat Abbas, le chef du gouvernement du Ceyland, lui-même représenté par un observateur avec le représentant personnel du roi, Idriss Ier de la Libye. L'objectif de cette rencontre est de trouver un point d'entente et développer un plan grâce auquel ces chefs d'État allaient libérer l'Afrique de la domination coloniale. Le projet était inspiré du modèle états-unien avec la mise en place des États-Unis d'Afrique, ce qui ressemble peu ou prou au même projet que Marcus Garvey portait. Tous les pays d'Afrique allaient former pour eux qu'un seul pays avec un seul gouvernement et un seul président. Ce groupe est appelé le groupe de Casablanca ou les maximalistes. Une seule armée, un seul gouvernement, un seul drapeau, un seul budget, tout cela représente la vision des maximalistes. Pour ces chefs d'État, l'unité politique de l'Afrique passe inéluctablement par la fédération de tous les États du continent. La condition sine qua non pour mettre fin à la domination européenne et impulser un vrai développement économique et social. Suite à cette réunion sera adoptée par les chefs d'État africains présents la charte africaine qui stipule que toutes les nations africaines devraient faire preuve de plus de solidarité entre elles afin de protéger leur souveraineté commune et atteindre l'émancipation. Pour réaliser ce projet, les membres du groupe de Casablanca prônent la création d'une organisation continentale sur la base de leur vision. Toutefois, énormément de problèmes minent le projet du groupe de Casablanca. Les dirigeants de ce groupe n'ont pas réussi à drainer assez de chefs d'État vers leur cause et juste au sortir de la réunion, des contradictions palpables et dangereuses sont perçues, à l'image du Mali et d'autres États.
Le Mali, par exemple, qui venait à peine de passer une commande d'armes auprès de l'État d'Israël, a signé la motion dénonçant les actions impérialistes du pays hébreu sur le continent africain. Le Ghana, quant à lui, a en même temps reconnu la souveraineté de la République islamique de Mauritanie et signé la motion qui approuve toute action du Maroc en Mauritanie, comme si la Mauritanie était une colonie marocaine. En plus de tout ce méli-mélo, les réputations du roi marocain Mohamed V et du président égyptien Gamal Abdel Nasser sont négativement entachées sur le continent africain, car pour la plupart, si ce n'est la très grande majorité des chefs d'État d'Afrique, ces deux hommes veulent seulement imposer leur hégémonie et étendre leur domination partout dans le monde, en passant par le continent africain d'abord. Face à toutes ces incohérences, à l'aspect radical des projets maximalistes, les chefs d'État africains vont préférer se tourner vers une autre offre, celle du groupe de Monrovia, aussi appelé les minimalistes. Et c'est le projet du groupe de Monrovia qui va fonder l'organisation continentale, mais on y reviendra tout à l'heure. En guise d'apporter une réplique et imposer leur vision du panafricanisme qui est totalement opposée à celle du groupe de Casablanca, du 8 au 12 mai 1961, à Monrovia, capitale du Libéria, a lieu la toute première réunion qui officialisera un courant de pensée panafricaniste qui portera le nom de minimaliste. Parmi les États présents et membres de ce groupe, il y a le Nigeria et la plupart des pays d'Afrique francophone, dont la tête est la Côte d'Ivoire, du président Félix Houphouët-Boigny. La conception du panafricanisme du groupe de Monrovia est totalement opposée à celle peu ou prou radicale du groupe de Casablanca. Les minimalistes, c'est-à-dire les membres du groupe de Monrovia, souhaitent que les États africains nouvellement indépendants conservent leur autonomie et renforcent leur structure, leur armée et leur économie. Les minimalistes ont pour concept un nationalisme selon lequel chaque nation africaine devrait être autonome, plutôt que le panafricanisme, mouvement selon lequel tout le continent devrait rechercher une union et une intégration politique. C'est pourquoi, quelque part, certains experts en relations internationales estiment que ce groupe a fait dévier l'Afrique du panafricanisme qui, plutôt continental, vers le nationalisme qui se limite qu'aux frontières des pays sans prendre en compte les autres États africains. Historiquement et techniquement, le groupe de Monrovia est un transfert du groupe de Brazzaville, créé en décembre 1960 suite à la rencontre qui a réuni du 15 au 19 décembre 1960 tous les États d'Afrique francophone, à l'exception du Mali, de la Guinée et du Togo, dont la tendance idéologique était modérée, mais surtout très favorable à la coopération avec la France et le monde occidental. Ces mêmes États, en bons amis, vont se retrouver et se réunir pour former le groupe de Monrovia en 1961. Contrairement au groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia, par le canal de ses dirigeants, mais surtout Félix Houphouët-Boigny, va étendre son influence en recrutant les pays voisins. Grâce à son aura, Houphouët-Boigny va éteindre le rayonnement de Kwame Nkrumah dans la sous-région et réduire son éloquence aux oreilles des autres chefs d'État, ce qui lui permettra finalement de les rallier à la cause du groupe de Monrovia. C'est en ce sens que le Burkina Faso à l'époque Haute-Volta, la Libye, la République du Congo vont rejoindre les minimalistes du groupe de Monrovia. Avec le Nigeria, mais surtout soutenu quelque part par l'Éthiopie de l'empereur Haïlé Sélassié, Félix Houphouët-Boigny domine avec son groupe toute l'Afrique, rendant ainsi vulnérable le groupe des Casablanca, les maximalistes. Cette bataille idéologique continuera jusqu'à la période au cours de laquelle l'Algérie, soutenue par les maximalistes, rentrera en guerre pour son indépendance contre le colon français qui, lui, a le soutien inébranlable des minimalistes. Un peu plus au sud de l'Algérie, c'est le Congo-Kinshasa qui est plongé dans une grave crise politico-sociale qui date de depuis le 30 juin 1960 et qui s'intensifie en 1962 après la sécession de la province de Katanga dirigée par le célébrissime Moïse Chambé qui proclame le 11 juillet 1960 la République du Katanga avec pour capitale Elisabethville. La guerre dégénère entre le gouvernement de la République du Congo dirigé par le président Joseph Kasavubu et son premier ministre Patrice Emery Lumumba qui tous deux s'affrontent également. C'est dans un grand méli-mélo comme celui-ci que le 15 janvier 1963 se rend Moïse Chambé, dont la République est défaite par les forces onusiennes, ce qui sonne la fin, la chute de la République du Katanga. Face à d'un côté la révolte algérienne et de l'autre le soutien de la communauté internationale qui sauve la République du Congo, il y a deux grands sentiments qui émergent sur le continent. À gauche, il y a celui qui pense que les Africains peuvent se battre et fait peur aux Occidentaux, et à droite, ceux qui préfèrent compter sur le soutien de la communauté internationale et les bonnes relations avec les grandes puissances qui autrefois étaient les colons. Le débat se poursuit et la bataille idéologique envahit tout le continent, mais l'Algérie est libérée du colon, tandis que la guerre au Congo se poursuit toujours en cette année de 1963. Sans oublier que le Portugal maintient toujours ses colonies africaines sous domination. Face à cette incapacité des Africains à régler eux-mêmes leurs problèmes,
l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié exprime son ras-le-bol et décide rapidement et stratégiquement de mettre des bouchées doubles afin d'atteindre l'objectif principal qui est la création d'une organisation continentale. Pour le fait, l'empereur Haïlé Sélassié envoie ses émissaires rencontrer les membres des deux groupes antagonistes dont les Grandes Têtes. Du côté du groupe de Casablanca, c'est le président égyptien Gamel Abdel Nasser qui est pressé et visé par ses émissaires, pendant que Félix Houphouët-Boigny, du côté du groupe de Monrovia, est abordé. Haïlé Sélassié, par le canal de ses émissaires, invite les deux grands leaders de ces groupes à convaincre leurs alliés pour la mise en place de l'organisation continentale qui viendra renforcer la voix de l'Afrique partout dans le monde. Les deux dirigeants s'y mettent et se retrouvent symboliquement à Addis Abeba chez l'empereur éthiopien du 15 au 28 mai. C'est d'abord les ministres des Affaires étrangères des pays africains indépendants qui, du 15 au 21 mai, s'y rendent pour trouver un accord, mais aucun accord n'est trouvé. Suite à cet échec, une autre réunion est convoquée du 21 au 28 mai, mais cette fois-ci avec tous les chefs d'État concernés. C'est en ce sens que 36 chefs d'État africains se réunissent à Addis Abeba. L'ouverture de la réunion est faite par l'empereur Haïlé Sélassié qui fait un célèbre discours ce 21 mai 1963, invitant et tout en rappelant à ses homologues leur devoir envers le peuple et devant l'histoire. Suite à ce discours, les accords s'enchaînent dès le 21 mai et tous tombent d'accord puis signent le 25 mai 1963 la charte portant officiellement création de l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA, dont la base fondatrice est adossée au principe du groupe de Monrovia. Cette conférence va représenter la toute première défaite diplomatique des maximalistes du groupe de Casablanca et enterrer leur vision dans le sol éthiopien. Les principaux objectifs de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, sont dès le départ au nombre de 5 et basés effectivement sur la conception d'Houphouët-Boigny et ses amis, à l'image des grands principes énoncés tels que renforcer l'unité et la solidarité des États africains, coordonner et intensifier leur coopération et les efforts pour fournir de meilleures conditions d'existence au peuple d'Afrique, défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance, éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aucunement et nulle part ne figure le principe de fédération des États africains pour en former qu'un seul, comme l'a voulu les maximalistes du groupe de Casablanca. Tandis que le caractère autonome et coopératif défendu par les minimalistes fait la une dans les objectifs de l'OUA. Ainsi, voici les origines et la formation du panafricanisme, les deux obédiences et tous les courants de pensée qui ont argumenté et alimenté les grands débats pendant la fondation de ce grand mouvement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de la partager et surtout de donner ton point de vue vis-à-vis de la vidéo. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt.